Projet interculturel, racisme, nationalisme, tribalisme, ethnicisme ou amour du prochain. Voilà le thème de notre vidéo de ce jour, qui va être la dernière sur cette série de projets interculturels. J'avais dit à la fin de la vidéo précédente que je donnerais quelques obstacles auxquels il fallait faire attention justement pour qu'un tel projet interculturel puisse avoir ne serait-ce qu'un début de réalisation. Alors, pour nous permettre de mieux cerner l'enjeu d'un tel projet, il me semble que parfois, enfin je l'ai entendu au moins une fois, parce que j'ai dit que j'étais homme d'église, quelqu'un a semblé dire que voilà, que ce que je faisais en termes d'éducation citoyenne s'apparentait à la politique. Je dois citer Antoine Rutahi-Siré, c'est un Rwandais qui fort de la crise au Rwanda dans un ouvrage collectif appelé Tribalisme en Afrique, édité par les Républiques africaines. Il disait ceci, il disait, parlant justement de la communauté des croyants évangéliques, il me semble, du Rwanda, il disait, il semble souvent que les courants évangéliques créent des chrétiens qui sont si spirituellement soucieux du ciel qu'ils oublient que la route du ciel passe par la terre. Pourquoi il a écrit cela? Il a écrit cela parce qu'après une conférence qu'il a donnée, justement dans son contexte, et la conférence s'intitulait « Le chrétien au milieu d'une crise ethnique et politique ». À la suite de cette conférence, un des participants, notamment certainement un chrétien, l'a approché et lui a dit « Le message était bon et biblique, mais tu l'as dilué dans trop de politique avec des mentions de Hutu, Tutsi et autres thèmes qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. » Et parfois, c'est vrai que pour quelques-uns d'entre nous qui sommes religieux, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens, il semble que les thèmes d'éducation citoyenne, ou en tout cas de présence au monde, soient des thèmes qui soient cloisonnés entre la vie dite spirituelle et la vie dite temporelle. La démarche qui est la mienne, c'est de dire, nous vivons dans un monde, ce monde s'appelle la Terre, l'univers du reste, puisque bientôt, avec toutes ces expériences au-delà du globe terrestre, on peut dire l'univers. Et donc, nous sommes des êtres créés. Et pendant que nous sommes des êtres créés, c'est vrai qu'une grosse partie de notre existence, même si elle est infime dans l'éternité, se déroule sur la Terre. Et pendant que nous sommes sur la Terre, nous avons tous le mandat en tant qu'être humain de faire en sorte que nos relations soient des relations de bienséance, que le vivre ensemble soit quelque chose que nous puissions essayer de faire un peu différemment que la loi de la jungle. Donc, c'est tout l'intérêt de ces vidéos, surtout de cette chaîne qui s'appelle Éducation citoyenne. Ceci étant dit, quelles sont les difficultés dans la réalisation d'un projet interculturel? Il y a tout de suite la peur que ressente la communauté, que peut ressentir la communauté locale, la peur aussi qui est parfois agitée à tort ou à raison, j'en sais rien, par le nationalisme, par le tribalisme ou par l'ethnicisme, de perdre son identité et son unité au profit des immigrants. Donc ça, c'est une peur qui peut être un obstacle et une difficulté au projet interculturel. Aussi, il faut savoir qu'il y a que la culture de l'autre reste parfois une simple curiosité. Une simple curiosité qu'on veut vivre de temps en temps pour changer un peu de la monotonie de la vie, mais on ne veut pas aller plus loin. Donc je m'intéresse, je cherche à connaître un peu pour m'enrichir culturellement, mais ça ne va pas au-delà de cet enrichissement culturel ou de cet enrichissement intellectuel. Ça ne rentre pas dans un vivre ensemble concret, dans quelque chose d'interculturel. Il y a aussi ce qu'on appelle le manque de réalisme. Et donc ces indicateurs-là, ce sont des indicateurs qui sont donnés aussi, surtout dans mes lectures, des écrits de Jean-Claude Girondin. Il parle aussi, enfin, l'une des choses que je relève, c'est la réalité de l'aspect bilatéral, c'est-à-dire avoir à l'esprit que celui qui accueille a son effort et celui qui immigre aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la réalité bilatérale. C'est un obstacle. Si on la passe là dans le viseur, dans le projet, quand on travaille, on peut ne pas aboutir, tout en sachant que l'immigrant a plus d'efforts à faire dans l'intégration. Parce que lui, il arrive de quelque part et il trouve des gens qui sont situés dans un contexte dans lequel
lequel ils vivent depuis toujours. Donc, c'est vrai que, voilà, il faut se rendre compte qu'il y a cet effort-là qui peut être un obstacle. Et puis aussi, c'est quand même difficile de satisfaire tout le monde. Se rappeler qu'au sein euh, d'une même culture, donc au sein d'un même pays, au sein d'une même communauté, tous ne partagent pas forcément la même vision, encore plus s'il s'agit de diverses cultures. Hein. Donc, quand on arrive dans une communauté nationale, il faut se rendre compte que tous ceux qui sont cette nation n'ont pas forcément la même vision sur des aspects qui peuvent être divers et variés. Hein. La preuve, c'est que la proposition politique, elle est plurielle hein, dans certains de nos contextes nationaux. Il n'y a pas qu'une seule proposition politique hein, pour dire les approches. Il faudrait aussi, en tout cas, réaliser que dans ce qu'on appelle la justice sociale, ou ce qu'on appelle la paix, et quelqu'un disait que justice et paix s'embrassent, hein, n'est-ce pas? Et Martin Luther King disait, la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de justice et de paix. Hein. Donc la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais c'est plutôt la présence de justice et de paix. Le fait d'une juste et harmonieuse relation entre frères de cultures et de conditions différentes crée la joie de vivre dans cette communauté-là. Donc il faut se rendre compte que voilà, c'est un projet de vivre ensemble, un projet de bonheur, un projet de paix. Hein. Et bonheur et paix ici ne sont pas forcément synonymes de richesse matérielle. Hein. C'est d'abord relationnel, c'est d'abord voilà, une question de justice et de paix, hein, et non pas forcément une absence de conflit. Quand on dit une absence de conflit, c'est-à-dire qu'il peut se trouver qu'un pays ne soit pas en guerre, mais qui est au fond de cette réalité nationale des enjeux qui sont des enjeux de justice et de paix. Hein. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et puis prendre aussi en compte ce qu'on appelle les conflits d'antériorité. C'est-à-dire, par exemple, comme le dit Jean-Claude Girondin, en regardant les différentes communautés humaines, on trouve toujours des conflits, n'est-ce pas? Et quand on vit dans une communauté ethnique, on est plutôt, on va dire, on a l'impression que tout se passe plutôt bien. Mais du moment où on a plusieurs ethnies, où on a plusieurs, on va dire, cultures, les choses peuvent être d'un certain niveau. Et le conflit d'antériorité, c'est que si on prend par exemple des gens de culture, on va dire, pour faire court, blanche et des gens de culture noire, il y a les conflits d'antériorité avec l'histoire coloniale, avec l'histoire de la traite négrière. Donc, il ne faut pas oublier que cette antériorité joue aussi comme un obstacle dans le projet interculturel. Il faut réaliser qu'il n'y a pas de culture non blessée et de culture non blessante. Hein. C'est-à-dire que dans notre histoire nationale, dans notre histoire culturelle, dans notre histoire, on va dire, humaine tout court, nous sommes en face de deux réalités. À cause des tensions, des conflits, des confrontations hein, de nos cultures et de nos civilisations. Donc, de ces tensions, de ces conflits, de ces affrontements, sont sorties des cultures blessées, celles qui ont été spoliées, celles qui ont été dominées à tort, hein, donc qui ont été blessées. Et puis, de celles qui ont blessé, donc des cultures blessantes, hein, de celles qui ont dominé, de celles qui se sont arrogées, comme le disait Nelson Mandela, il dit que dans l'histoire du monde, il y a certaines civilisations, où il y a certaines cultures qui ont pensé que c'était à elles seules d'apporter la joie, à elles seules d'apporter la civilisation, à tout le reste. Hein. Elles se sont chargées d'un fardeau en croyant qu'elles avaient été mandatées elles seules de faire tout ce travail, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Chaque culture, chaque contexte, chaque civilisation a son défi, à son propre niveau. Donc, il ne faut pas oublier cela. Et c'est dans ce travail qu'il faut se placer pour travailler à éliminer, en tout cas, à amoindrir ces obstacles-là. En effet, chaque fois, ça c'est ce que Jean-Claude Girondin dit, il faut réaliser qu'en effet, chaque fois que nous critiquons la culture d'un groupe, nous sommes en train de la critiquer personnellement, nous sommes en train de critiquer personnellement le membre de ce groupe qui est notre interlocuteur. Hein. Donc, à chaque fois qu'on fait des généralités sur un groupe national, sur un groupe, on va dire, culturel, sur un groupe ethnique, ces généralités-là, il faut bien s'en rendre compte, elles ne sont pas désincarnées, hein. Elles touchent les personnes individuelles de ces groupes-là. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Et comme il le fait aussi, il cite un certain Nicole Vortestov, hein, moi je prononce mal,
Terstov, et il dit, parlant de justice et paix, pour lui, le nationalisme est la façon dont une nation réagit à l'injustice dont elle estime être victime. C'est d'ordinaire, le sentiment d'une blessure infligée au sentiment collectif d'une société ou à ses dirigeants. Cette blessure peut intervenir de bien des façons différentes. Le fait d'être traité sans respect. Tant que nous autres, et c'est toujours cette citation, occidentaux, tant que nous refuserons de voir en d'autres personnes des adultes, même si de bonnes choses sont en œuvre, le monde continuera à nous déconcerter. Donc ça, c'est des réalités que des personnes comme celles que je viens de citer mettent en avant pour que nous puissions être au fait de ces obstacles et pouvoir les affronter, pouvoir les amoindrir pour que le projet interculturel puisse voir le jour. L'une des choses que j'ai aussi travaillé dans ces questions interculturelles, c'est la question des, finalement, et en parlant par exemple des familles, quand des familles de cultures différentes, donc de culture, on va dire, africaine et de culture dite occidentale, se rencontrent dans une même communauté, on a parfois l'idée que toutes les familles se valent. La réalité, parfois, elle n'est pas aussi évidente, hein, parce qu'on a des regards parfois de travers ou des regards de haut ou des regards parfois, disons-le tout simplement, d'infériorité par rapport à là où on est situé. Et justement, je faisais remarquer que dans l'un des ouvrages de René Dénis-Segui, Le droit de l'homme en Afrique, noire francophone, théorie ou réalité, ce qui m'a frappé, c'est que cette approche historique de l'évolution des droits de l'homme que faisait René Dénis-Segui s'inscrit elle-même dans l'histoire des peuples. Il dit donc, et moi j'ai été instruit par certains aspects de cette histoire. Il dit, rappelons quelques-unes, il dit que la déclaration du président du Conseil, Jules Ferry, le 28 juillet 1985 au Parlement français, et je cite ce qu'il dit, il dit la déclaration n'avait pas été écrite pour les Noirs de l'Afrique équatoriale. Donc ça, c'est une citation de René Dénis-Segui. Or, d'après l'auteur, cette déclaration solennelle, qui proclamait les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, prescrivait dès l'article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est vrai que depuis, les choses ont évolué, c'est vrai. Cependant, les interrogations peuvent rester là, de savoir si cette histoire n'est pas à l'origine de certains blocages, de certaines interprétations dans la question du droit de l'homme. Voilà. Donc, c'est ces obstacles-là dont il faut être conscient, ces obstacles historiques, ces obstacles aussi de deux poids, deux mesures, ces obstacles finalement de notre vision du monde qui sont figés par rapport au discours nationalisme ou discours nationaux que nous avons dans nos différents contextes et qui parfois, quand nous sommes ensemble, discours aussi culturels, régionaux, quand nous sommes ensemble, font des obstacles. Alors, il faut vraiment être conscient que si on veut vivre ensemble, et déjà de toutes les façons, nous sommes ensemble. Nos sociétés sont des sociétés multiculturelles aujourd'hui. C'est une réalité, c'est pas un constat négatif. Parfois, on le vit comme ça, on le vit comme si la multiculturalité gommait nos cultures nationales. Non. Je pense, en tout cas, du point de vue de l'homme d'église que je suis et par rapport à la perspective, c'est une richesse, cette multiculturalité. Par contre, il faut savoir y travailler, lever les obstacles, approcher un certain nombre de réalités pour pouvoir les voir aboutir. Quelqu'un qui a travaillé ce qu'on appelle un projet, mais vraiment dans une communauté chrétienne, ce qu'on appelle une passerelle interculturelle, il rappelle un certain nombre de choses pour la communauté dont lui-même était le responsable. Il disait que les principes de base d'une communauté multiculturelle sont les suivants. La diversité culturelle est non seulement une difficulté et un obstacle, mais aussi une bénédiction pour la communauté. Il disait aussi que chaque culture est évaluée par rapport à l'écriture, c'est-à-dire par rapport au dessein de Dieu pour les cultures. Chacun est un membre égal dans le royaume que Dieu établit, sans régner sa propre culture, n'est-ce pas? Et ceci nécessite une intégration multilatérale, et c'est important. Donc, accepter nos différences culturelles, découvrir les richesses culturelles, travailler à nous comprendre sans jugement de valeur, de mentalité et de coutume. Donc, c'est un aspect important, n'est-ce pas?
le soutien nécessaire pour développer ce type d'accompagnement en interculturalité, 3 ressorts sont essentiels. Et c'est un peu plus long cette vidéo aujourd'hui parce que c'est la fin de cette série. 3 ressorts sont essentiels pour le développement d'un tel projet. D'abord, des leaders. Les leaders doivent eux-mêmes être conscients et intéressés par cette question-là. Hein. Les guides de ces différentes communautés, les responsables, ou en tout cas ceux qui sont devant ces communautés, doivent être conscients et avoir une claire conception de ce qu'on appelle l'interculturalité. Ensuite, la volonté de toute la communauté, c'est-à-dire un travail d'explication, un travail de mobilisation, un travail de conscientisation de toute la communauté, en tout cas aussi large que possible. C'est un travail qui se fait ensemble, mais pour que ce projet puisse aboutir, il faut que chacun le comprenne, que chacun voie les enjeux, les obstacles, que chacun puisse être accompagné et travailler, en tout cas collectivement. Ensuite, utiliser tous les espaces qui sont donnés, hein, comme des rencontres de groupe, voilà, des discussions, du 1 à 1, en tout cas, utiliser tous ces espaces-là pour justement essayer de faire comprendre, en tout cas, d'entendre les uns et les autres et de pouvoir avoir une vue d'ensemble de tous ceux qui veulent être impliqués. Et enfin, il faut une équipe d'animation. Une équipe d'animation qui a la volonté de rendre manifeste la réalité de ce projet pour la communauté, pour le groupe, en tout cas pour l'espace là où vous vivez, et que cette adhésion-là, le groupe d'animation puisse l'avoir au niveau des responsables, mais pas que, au niveau aussi de toutes les personnes qui veulent s'impliquer. Donc voilà quelques éléments qui peuvent nous encourager dans notre vivre ensemble. L'idée ici, c'est justice sociale et paix. Comment nous qui sommes des humains pouvons-nous faire les efforts qui sont les nôtres, nous en tant qu'hommes d'église, avec la grâce de Dieu, pour que nous ayons quand même dans nos communautés, dans nos espaces de vie, un environnement apaisé où les gens apprennent à se connaître, où les gens apprennent que leur différence culturelle est une richesse et non pas une tension, non pas une opposition, pour que justement nous puissions laisser un avenir apaisé. Quand on voit ce contexte de guerre dans lequel nous sommes, quand on entend tout ce que nous entendons, quel que soit le continent aujourd'hui, il n'y a pas un continent qui n'est pas touché par des crises, par la guerre. Le continent qui semblait être en paix depuis des décennies est touché aujourd'hui, le continent occidental. Et nous voyons ce que la guerre peut créer. Alors, est-ce qu'il est fou de penser que Dieu nous aide tous en tant qu'humains à avoir un vivre ensemble apaisé dans nos façons de nous considérer avec nos différences culturelles? Moi, j'aime à penser que c'est possible. En tout cas, que c'est possible de le vivre, d'y travailler et de compter sur la grâce de Dieu.